Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 12h30 sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Bienvenue à tous. Dans ce nouveau numéro du journal de 12h30, nous nous intéresserons à la presse électronique à travers la décision du président Tebboune de lui conférer une partie de la publicité des marchés publics dont bénéficiait jusqu'à présent la presse écrite. Nous avons tendu le micro à certains responsables de sites électroniques. Ils applaudissent et y voilà une décision historique. Entre Alger et Paris, les relations s'enveniment à travers notamment les déclarations de responsables en poste ou encore l'implication de la presse locale qui offre des tribunes à ceux qui s'attaquent aux Algériens d'ici et de là-bas. La diaspora réagit, la période de se taire face à des provocations est révolue. Réaction de l'association des binationaux dans le journal. La France appelée à l'ordre, par ailleurs par des organisations internationales pour le respect du droit du peuple sahraoui dont les ressources sont pillées par le Marzen. La France qui avance un prétendu développement économique du Sahara occidental grâce aux investissements marocains. Et nous irons à Raza pour un point de situation quotidien avec toujours le même scénario des massacres en chaîne, un cri d'alarme du porte-parole de la défense civile palestinienne avec une analyse politique concernant le ciblage systématique des journalistes pour occulter des vérités. Pour améliorer le cadre de vie des citoyens du Sud, en l'occurrence ceux de Timimoun, un projet prioritaire et très attendu est finalement concrétisé. Il s'agit de la mise en service du réseau d'assainissement et la station de relevage des eaux usées d'Erso de la commune de Tinerkouk. Et pour rester dans cette vaste partie du Sud, nous vous proposerons à la fin du journal une immersion dans les us et coutumes touareg. Enfin, avec du sport football, l'Algérie se prépare à jouer son 3e match demain face à la Guinée. La presse électronique agréée désormais comme nouveau mécanisme de publicité des marchés publics, une décision du président de la République entrée en vigueur suite à la publication d'un arrêté interministériel. Il s'agit de soutenir la presse nationale et lui offrir toutes les ressources et opportunités lesquelles permettent de développer le système médiatique. Un nouvel acquis applaudi. Alors comment réagissent les professionnels de ce secteur? Soraya Roslane a contacté certains d'entre eux. Pour Sihem Hannin, directrice et fondatrice du site électronique Fil Algérie, la décision vient à point nommé pour renforcer la viabilité du site et ses ressources. Tout d'abord, saluer cette décision historique qui vient en application des directives du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, qui par cette décision affirme sa volonté de moderniser le paysage médiatique national et d'aller vers une presse électronique plus professionnelle, mieux structurée et économiquement durable. Intégrer les médias électroniques au dispositif de la publicité légale est une reconnaissance claire de leur rôle central dans le paysage médiatique. Ça traduit une volonté politique de soutenir les journaux électroniques en leur garantissant une part équitable des annonces officielles. Elle permet ainsi de renforcer leur viabilité, de diversifier leurs sources de revenus et de les inciter à évoluer vers des contenus de meilleure qualité. Avis partagé par Faisal Serraï, responsable du site Jeza El Yom. La décision est historique et elle permet le perfectionnement du contenu du site. C'est une décision historique de M. le Président de la République. Ça reflète et ça concrétise déjà un de ses engagements lors de sa campagne électorale. Cela nous permettra, de développer le contenu algérien numérique. Cela nous permettra aussi de développer nos moyens de travail. Cela nous permettra de développer un contenu algérien riche, de qualité, pour défendre l'Algérie, pour que les journaux électroniques feront un barrage pour la cybersécurité. Ces réactions ont été recueillies par Soraya Roslane. On rappelle que cet arrêté interministériel Finances et Communication vient d'être publié. Il fixe toutes les conditions et les modalités de publicité via la presse électronique et ne plus se contenter de la presse écrite comme ce fut le cas par le passé. La presse française se déchaîne contre l'Algérie. Les plateaux, les studios et les écrits en font pratiquement chaque jour la une ces derniers temps. Énième dérapage d'une ancienne ministre sur une chaîne de télévision, assimilant les Algériens, y compris les binationaux, à une menace terroriste ou encore criminelle. Akalam Tebet, coprésident de l'Union française des binationaux et de la diaspora algérienne, réagit. Il est au micro, il a été contacté par Mariam Djarli.
Plusieurs personnalités aujourd'hui manifestent une hostilité croissante envers la population d'origine algérienne en France et envers les musulmans. Cela en fait est d'une explication très simple. Il y a en France un lobby qui est constitué. Ce lobby travaille ardemment à faire émerger les conditions d'une guerre civile en France et il a décidé de désigner les Algériens en particulier et les musulmans en général comme la source de tous les problèmes du pays. Alors qu'on est confronté à des problèmes structurels en France qui sont extrêmement inquiétants, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, qu'il s'agisse de politique publique. Aujourd'hui, l'immense majorité des Français sont insatisfaits. Nous le disons clairement, notre communauté ne se laissera pas accuser pour masquer des échecs qui ne sont pas les siens. Nous refuserons toujours d'endosser un rôle de coupable désigné et nous combattrons toute tentative de stigmatisation partout où elle se manifestera. Et l'époque d'encaisser sans répliquer est révolue. Nous sommes une nouvelle génération totalement engagée comme nos aînés. Le message algérien, il est très simple. L'époque où les Algériens baissaient la tête et étaient incapables de se défendre est révolue. Aujourd'hui, nous sommes une génération surdiplômée, instruite, engagée. Nous avons au cœur de défendre toutes les luttes, en particulier les luttes pour la mémoire anticoloniale, qu'il s'agisse de l'Algérie hier ou d'autres endroits aujourd'hui. Notre génération n'acceptera plus ni l'insulte ni l'humiliation. Nous sommes prêts à répondre à toute attaque avec l'assurance de ceux qui connaissent leurs valeurs. Ce n'est pas une posture, c'est un engagement, celui de protéger notre dignité et faire entendre notre voix partout où il le faut. Akram Tebet, coprésident de l'Union française des binationaux et de la diaspora algérienne, contacté par Jaafri ou par Myriam Djahri. La France est appelée à respecter par ailleurs scrupuleusement le droit international et européen, mettant en garde contre toute complicité dans le pillage des ressources naturelles du peuple sahraoui ou de violation de son droit à l'autodétermination. Un énième appel lancé par le Centre d'analyse du Sahara occidental qui dénonce lui aussi avec force le traitement partial et trompeur d'une chaîne française publique qui a diffusé un reportage télévisé vantant un prétendu développement économique spectaculaire du Sahara occidental grâce aux investissements du Marsen. De son côté aussi, l'Observatoire international de surveillance des ressources naturelles du Sahara occidental dénonce les projets d'hydrogène vert que le Maroc compte lancer dans les territoires occupés. Et le Maroc qui n'est pas à son coup d'essai, selon Bella Al-Kanti, chef de la délégation sahraoui en Europe. Le cas, par exemple, d'Engie, qui est là pour exploiter illégalement les ressources énergétiques du Sahara occidental dans le cadre d'une coopération avec une entreprise appartenant au roi du Maroc, en l'occurrence Nareva. Il compte en cela exploiter les ressources solaires et éoliennes du Sahara occidental pour, soi-disant, la production d'énergie, de l'hydrogène vert pour l'exporter en Europe. Mais on voit que, par exemple, le Royaume-Uni avait refusé récemment ce genre de plan marocain. C'est donc à nous, au Front Polisario, aux amis et aux alliés de Front Polisario, d'agir d'une façon organisée, ordonnée, efficiente et efficace pour compliquer dans un premier temps ce pillage et pour lui apporter le coup fatal enfin. Autre peuple opprimé, les Palestiniens à Gaza, ce sont des épisodes de terreur qui s'enchaînent entre sang, poussière et ruines fumantes. Les Gazaouis enterrent à chaque moment leurs martyrs, s'ils arrivent toutefois à les retirer des décombres. Gaza en feu, Gaza sous le génocide. Un cri d'alarme poussé par Mahmoud Bessel, il est porte-parole de la défense civile palestinienne. Nous parlons d'une situation catastrophique qui se déroule en ce moment dans la ville de Gaza. Gaza est aujourd'hui clairement en train d'être anéantie sous le silence du monde. La communauté internationale doit réagir face à ce qui s'y passe. Gaza est aujourd'hui la cible de frappes massives. Le monde doit mettre terme à ces massacres commis contre la population civile et contre les enfants. Ces atrocités doivent cesser, sinon nous assisterons à encore plus de sang versé, encore plus d'enfants tués, encore plus d'hommes exécutés. Le monde doit agir avant qu'il ne soit trop tard. La plupart des martyrs tombés dans ces crimes sont des enfants. Et parmi les victimes, il y a aussi les journalistes concernant le ciblage systématique des journalistes justement par les forces d'occupation sionistes. Une action en justice est testée. 2 organisations de défense des droits humains ont déposé en effet une plainte conjointe devant la CPI, la Cour pénale internationale. Il faut dire que le nombre de journalistes tués à Gaza a dépassé ceux enregistrés dans les 2 guerres mondiales, selon un rapport établi par Brown, la prestigieuse université américaine. Ryan Benamour, analyste politique tunisien, basé en Suisse.
L'ONU signale que 242 journalistes palestiniens ont été tués à Gaza en 2023, tués sciemment par l'armée. On sait qu'Israël a développé le logiciel Pegasus qui permettait de surveiller des conversations de dirigeants dans le monde. Donc au niveau de l'armement et au niveau du ciblage, Israël n'est pas le dernier de la liste. Donc ces assassinats ciblés montrent bien qu'Israël cherche à couvrir ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza et qui va contre toutes les conventions internationales. Donc avec l'assassinat de Anas El-Sharif, ce jeune journaliste brillant et correspondant d'Al Jazeera, Israël montre qu'elle ne veut absolument pas que ces massacres, que ce qu'elle fait à Gaza soit ébruité au niveau international. Voilà des vérités occultées sciemment, selon Ryan Benamour, analyste politique tunisien basé en Suisse. Une idée sur le marché pétrolier ce jeudi, les cours ont reculé, le Brent a fini à plus de $65. C'est dû à une accélération de la production du brut à l'échelle mondiale, mais aussi à la hausse surprise des stocks de pétrole aux États-Unis. Pour sortir de la rente pétrolière, l'Algérie mise beaucoup sur l'agriculture. Nous allons y revenir, mais avant revenir sur un élément clé sur lequel se base cette filière, à savoir les ressources en eau qui manquent cruellement dans la partie sud du pays. Alors pour améliorer son approvisionnement à Timimoun, qui ne souffre pas, elle, de déficit à part, quelques points noirs, il y a eu la mise en service d'un réseau d'assainissement, un projet structurant lancé par le ministre du secteur Tahad El-Bel en déplacement dans la région. L'écoute. Ce projet structurant dont a bénéficié la wilaya de Timimoun permet d'améliorer le cadre de vie et l'environnement, d'éliminer les maladies transmises par l'eau. Nous avons donné des instructions pour que soient engagées des opérations de réhabilitation et de relance des Fogaras qui rencontrent certaines difficultés techniques avec un financement assuré par le Fonds national de l'eau. D'autres projets visent également à garantir et à renforcer l'approvisionnement des habitants en eau potable ainsi qu'à améliorer les systèmes d'assainissement. D'autres projets dont les résultats s'avèrent probants, la culture du tournesol qui est en plein essor. L'Algérie cherche à développer cette filière pour réduire, vous le savez, les factures des importations. Il s'agit de tout miser sur la production locale. Les rendements de cette saison s'annoncent en tout cas prometteurs, notamment à Sokaras où on retrouve Cedar Boraoui. La campagne de la moisson du tournesol vient d'être lancée à Sogaras à partir de l'unité agricole de production UAP Yousfi Taïb, située dans la commune de Tifesh, avec une superficie emblavée qui s'étend sur 231 hectares. Sur place, Smet Ammar, directeur de l'unité agricole, nous dit: la superficie plantée au niveau de la ferme, 231 hectares. On a commencé de moissonner 46 hectares. C'est une culture en pluviale, mais la campagne agricole prochaine, ça sera en irrigué avec, bien sûr, la réalisation de 2 forages. Les travaux vont démarrer la semaine prochaine au niveau de cette ferme. Rendement moyen prévisionnel, 15 quintaux à l'hectare. C'est en pluvial, donc c'est encourageant. Il y a comparativement l'année agricole. On souhaite, Inch'Allah, l'année prochaine, une année on irrigué. La superficie, c'est peut-être entre 100 et 150 hectares. L'itinéraire technique a été respecté à 95%. Actuellement, on a 4 jours de moisson. La production est stockée dans des big bags. La livraison, ça se met vers la CCLS de Guelma. En attendant peut-être une autre solution ici à Sokaras, à la CCLS Sokaras pour le nettoyage. Après, c'est l'ONAB qui joue le rôle de l'intermédiaire vers le transformateur. De Sogaras, Sadk Boraoui pour Al Jazeera 3. Avis aux nouveaux bacheliers, vous avez jusqu'à demain pour achever vos inscriptions définitives. Le processus s'effectue toujours en ligne pour le paiement notamment de certains frais comme ceux du transport. Abdeljabbar Daoudi, conseiller auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, contacté par Nehla Bekralas. Les inscriptions se font entièrement en ligne. Pour le paiement des frais d'inscription et les frais de transport, l'étudiant utilise exclusivement la carte Dahabia. L'opération de paiement est effectuée sur la plateforme Progress. Après le paiement, l'étudiant reçoit systématiquement son attestation d'inscription et la carte d'étudiant téléchargeable. Cette carte d'étudiant, elle est multiservice. Le nombre d'étudiants inscrits jusqu'à aujourd'hui, c'est autour de 221 000 étudiants et nous avons enregistré plus de 54 000 demandes d'hébergement. Il faut noter que l'opération d'inscription se poursuit jusqu'au 15 août, Inch'Allah.
Jusqu'à demain, on rappelle que la rentrée universitaire est programmée pour le 22 septembre, juste après celle des 3 paliers scolaires. Alors, à plus d'un mois, les préparatifs s'accélèrent. Après avoir déjà versé la prime de solidarité, des marchés de proximité vont ouvrir la semaine prochaine pour écouler des fournitures scolaires à bas prix. Ali Belmouri, chef de service de l'Observatoire des marchés de l'information à la direction du commerce de Guelma. La direction du commerce de Guelma a mis ses dernières retouches sur tous les préparatifs de cet événement, une fois au niveau de la maison John Mohamed Youssef, commune de Guelma, une au niveau de la commune de Ouazinati, une au niveau de la commune de Bouchegov, une au niveau de la commune de Héliopolis, avec la participation de différentes structures, la direction de l'éducation, les JCIA, la chambre de commerce, le tourisme, la formation professionnelle et la culture. Et en attendant la rentrée, la scène culturelle est particulièrement animée. Diverses activités sont proposées aux estivants avant la fin des vacances. Et parmi elles, il y a au Palais de la Culture en ce moment la semaine culturelle dédiée à la wilaya du sud de Djanet, une immersion dans l'univers touareg. Sida Ali Fares. Voyager au sud algérien sans bouger d'Alger, c'est possible grâce à la semaine culturelle de la wilaya de Djanet à Alger. Elle permet aux visiteurs du Palais de la Culture Moufti Zakaria d'Alger une immersion dans l'univers touareg, son histoire et son patrimoine, comme l'indique la commissaire de l'événement Boussadi Behia. Notre programme inclut le patrimoine matériel et immatériel. Nous avons invité des artistes d'art plastique comme l'artiste Badia Khaira, une artiste reconnue dans notre région et même dans les wilayas voisines. L'artiste reconnu localement, nationalement et internationalement et l'artiste Awamar, aussi le commissaire du festival culturel local Sbiba. Nous l'organisons chaque année le jour de l'Ashura, sans oublier les représentants du parc culturel du Tassilinger et le premier parc d'Algérie qui couvre une vaste superficie. Le chef divisionnaire de Borj el-Houaz, conservateur au parc national de Tassilinger, Ahad Mohamed, revient sur la richesse du parc et son historique. Dans cet espace se trouve le plus grand musée en plein air du monde consacré au dessin rupestre, également des arts populaires tels que l'expression corporelle, le folklore et la poésie. Il est issu du patrimoine local. Nous abritons également des civilisations préhistoriques vieilles de 2,5 millions d'années, par exemple la civilisation Ouradouania, une des plus anciennes civilisations du monde. Elle possède un style de pierre appelé biface. Ces outils à 2 faces sont connus sur le site. Ils ont évolué pour devenir des outils modernes. La semaine culturelle de la wilaya de Djanet se clôture aujourd'hui avec un spectacle folklorique au niveau des sablettes d'Alger. Et on termine avec du sport, Nessima Djaout. Nous allons parler football avec le CHAN qui se déroule conjointement en Tanzanie, Ouganda et Kenya. Le sélectionneur national Majid Bougala qui a animé ce matin la traditionnelle conférence de presse d'avant-match face à la Guinée demain à Kampala en Ouganda. Et il y avait aux côtés de Majid Bougala l'ailier droit algérien Mehdi Merghem pour répondre aux questions des journalistes. Algérie-Guinée, c'est demain vendredi à 15h pour le compte de la 3e et avant-dernière journée groupe C de la phase des groupes du CHAN. L'équipe algérienne des joueurs locaux avec l'Afrique du Sud se partage la 2e place avec 4 points. Elle doit renouer avec la victoire après son match nul face aux Sud-Africains but partout lors de la précédente journée. L'objectif, prendre les 3 points pour prendre une option pour la qualification pour les quarts de finale. Pour sa part, la Guinée est 4e, avant-dernier au classement avec 3 points et dans l'obligation de gagner pour rester en course pour une qualification en quart. Pour le sélectionneur algérien Majid Bougala, chaque match est une finale. Il faut aller gagner la Guinée demain. Pour nous, rien ne change. Comme je le disais depuis le début, chaque match est une finale. Du premier jusqu'au dernier match, il faut travailler, il faut être prêt pour gagner ces matchs, pour assurer la qualification. Rien n'est facile pour tout le monde. On joue contre la Guinée, on sait que ça va être un match difficile parce que la Guinée aussi croit toujours en leur espoir. Donc voilà, un beau match pour les 2 équipes. C'était le sélectionneur algérien Majid Bougala lors de la conférence de presse ce matin de la Guinée. L'entraîneur guinéen Souleymane Camara est conscient qu'un match nul face à l'Algérie éliminerait tout simplement son équipe. Nous avons toujours notre destin en main. C'est de gagner pour avoir 6 points et atteindre le résultat des autres, même si ce n'était pas l'objectif d'Annecy au début. Nous n'avons pas voulu être d'Annecy, mais là nous sommes d'Annecy et on est obligé d'aller avec ceci. Il faut gagner demain, même un match nul, nous sommes éliminés.
C'était Souleymane Camara, entraîneur de la Guinée. Donc demain, vendredi, 15h, Algérie, Guinée. Et puis à 18h, Afrique du Sud, Niger. Le Niger, bon dernier avec 0 points, est déjà éliminé. C'est l'Ouganda qui est leader du groupe de l'Algérie, le groupe C, avec 6 points. L'Ouganda qui sera exempté demain pour la 3e journée. Voilà, c'était tout pour cette édition qui se termine à 12h50 sur les ondes d'Alger 3. Une édition réalisée par Amine Segni à la technique, Kérémois à la régie, Houssine et au streaming Yassine. Tout de suite, la météo de Amine Mounir.